Chapitre 3. Un matin de Noël. La première fois que je m'assis pour travailler à la même table que l'autre dans la salle commune, juste après ma conversation avec Hermione sur le terrain de Quidditch, mon double me fusilla du regard. Mais il dut avoir un échange silencieux avec son ami, car, après l'avoir dévisagé un moment, il se replongea dans son parchemin et ne fit plus attention à moi. Ron, par contre, fut moins accommodant. Qu'est-ce que tu fais là? Lança-t-il, quand il constata que l'autre avait laissé tomber. Il travaille avec nous, répondit Hermione. Et depuis quand? Depuis aujourd'hui, répondit-elle avec une patience étonnante. Simon, tu as commencé ton devoir de métamorphose au moins, me demanda-t-elle. J'ai fait le brouillon, répondis-je, en le sortant de mon sac. Elle le prit, regarda ce que j'avais écrit et commença à la noter. Parce qu'en plus tu l'aides? Explosa Ron. Tu ne vois pas qu'il s'intéresse à toi juste pour copier? Comme d'autres, répliqua Hermione en lui lançant un regard acéré. Ron rougit et se replongea dans son livre. Mais il levait régulièrement les yeux, se partageant entre des regards furieux dans ma direction et d'autres troublés du côté de sa camarade. Moi, je commençais à comprendre ce qu'il me reprochait vraiment. Cela m'aurait beaucoup étonné 2 heures plus tôt, mais ma récente conversation avec cette Hermione-ci m'avait fait découvrir une sensibilité que je n'avais jamais décelée chez la mienne, expliquant l'attirance qu'elle pouvait éveiller chez ses camarades masculins. Au cours des semaines qui suivirent, je tâchais de m'adapter à mon nouvel environnement. Pour mieux comprendre le monde où je vivais désormais, je me mis à lire la Gazette d'Hermione. Il y eut d'autres mauvaises nouvelles, qui, heureusement, ne concernaient personne vivant à Poudlard. Et comme les autres, j'appris à continuer à vivre comme si de rien n'était. Quand il y avait des travaux pratiques à effectuer, je me mettais avec Neville. Ma présence semblait le mettre en confiance, et il ne se débrouillait pas trop mal. Parfois, j'avais presque l'impression de retrouver mon vieux copain. J'aimais bien travailler avec Hermione aussi, car cela me permettait de gagner beaucoup de temps. Par contre, ces incessantes disputes avec Ron étaient fatigantes. L'autre paraissait y être résigné. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que les sentiments jaloux que Ron ressentait pour Hermione étaient réciproques. Une dizaine de jours après ma première discussion avec elle, je surpris le regard désolé de ma nouvelle amie après une vacherie que Ron lui avait servie. La savoir amoureuse ne m'étonna pas outre mesure. Par contre, j'avais du mal à comprendre ce qui pouvait l'attirer chez l'irascible requin alors qu'elle avait un Harry Potter sous la main. Sans doute me manquait-il un troll pour voir ce que cet intellectuel au grand cœur trouvait de si attirant à ce grand ballot. Une fois de plus, je me demandais si les personnes de ce monde étaient vraiment les mêmes que celles du mien. Étaient-ce seulement les circonstances qui révélaient un trait de caractère dissimulé, ou étaient-ils foncièrement différents? Cet autre était-il vraiment un autre moi, élevé par mon oncle et ma tante, ou aurais-je réagi autrement dans les mêmes circonstances? Mes rapports avec l'autre n'avaient pas tellement évolué depuis mon arrivée dans ce monde. Même quand nous nous retrouvions à la même table pour travailler avec Hermione, nous ne nous parlions pas. Heureusement, notre amie commune n'essayait pas de nous forcer la main et entretenait obligeamment 2 conversations en parallèle, malgré les sarcasmes de Ron. Rogue, le prof de potions, intervint également dans notre relation, mais de façon infiniment moins discrète et résolument odieuse. Après avoir constaté qu'il pouvait difficilement me prendre en faute, car j'étais assez balèze dans sa matière, il s'acharnait sur l'autre à longueur de cours, en me prenant à témoin de l'ignorance de mon cousin, quand ce dernier n'arrivait pas à répondre à ses questions tordues, et soulignant sans cesse sa maladresse lors des travaux pratiques. Au sortir des cachots, l'autre, profondément humilié, me fuyait encore plus que d'habitude, et je ne lui courais pas après, troublé d'avoir été témoin
de la pitoyable déconfiture d'un individu portant mon nom et ayant mon visage. Insidieusement, ces séances, ajoutées à la morosité ambiante, me sapaient le moral. Un soir, n'y tenant plus, je suis retournée dans la salle magique qui m'avait propulsée ici. J'y suis restée toute la nuit, mais rien ne s'est passé. Au petit matin, épuisée et transie, car il faisait un froid polaire dans ce lieu, j'ai regagné ma salle commune avec découragement. 3 nuits de suite, j'ai tenté ma chance, avant d'admettre que je ne rentrerais pas chez moi de cette façon. Hermione se rendit compte que quelque chose n'allait pas et je subis de sa part un interrogatoire en règle. J'eus beaucoup de mal à la convaincre que tout allait bien et que je n'avais pas l'intention de faire de bêtises. Elle affirma comprendre ce que je ressentais, ce qui était sans doute vrai, car ses questions montraient qu'elle me connaissait de façon troublante. Sa compassion me toucha et me vexa en même temps. J'avais l'impression d'être aussi pitoyable que l'autre, avec ses yeux de cocker tristes. Cela fouetta ma fierté, et je décidai de me secouer, et de mettre un point d'honneur à rester moi-même, sans sombrer dans le même marasme que mon double. J'utilisai donc la potion glaçante que j'avais achetée chez Zonko pour la mettre sur les bancs des Serpentards et des Serres d'Aigle dans la grande salle. Cela donna un peu d'animation au repas. 2 jours plus tard, je lançai discrètement 2 bombes à bouse devant la classe de Rogue. Je pris soin de faire cela un jour où je n'avais pas cours de potions, et en utilisant la cape d'invisibilité piquée dans le coffre de l'autre. J'observai la réaction de Ginny lors de ces 2 blagues. Elle parut apprécier. Quand, une semaine plus tard, toute la table des Poufsouffles se mit à parler d'une voix suraiguë pendant 5 minutes. Et je me rappelais avoir vu la description d'un produit produisant cet effet dans un prospectus à l'entête des sorciers facétieux. J'avais été surpris et heureux d'apprendre que c'était le magasin de Fred et George. Visiblement, dans ce monde-ci, ils avaient trouvé des fonds pour ouvrir leur propre boutique. Je trouvais que Ginny avait l'air particulièrement satisfaite pendant l'épisode vocal des Poufsouffles. Je pariais donc sur le fait qu'elle en était l'instigatrice. Cela me parut une bonne entrée en matière pour discuter avec elle. Je l'abordai un jour à la bibliothèque. « Bonjour Jenny. »« On se connaît ?» répondit-elle, pas très engageante. « Mais oui, je suis le type que ton frère déteste. »« Pour une fois, Ron a peut-être raison, » lança-t-elle. Je me demandais pourquoi elle faisait preuve d'autant d'animosité à mon égard. Parce que j'étais la copie du mec pour qui elle en pinçait sans espoir. Je m'assis à ses côtés. « La place est prise, » grogna-t-elle. « J'ai vu, » répliquai-je. « Je viens de la prendre. »« C'était toi la poudre de soprano ?»« La poudre de quoi ?»« Ne me dis pas que tu ne connais pas par cœur le catalogue de tes frères. Au fait, comment fait-on pour commander chez eux? Je n'ai pas vu leurs produits à Préolard. » Elle hésita à me répondre, mais son sens de la famille l'emporta. « Je te passerai des bons de commande, » répondit-elle. « C'était toi, les bombes à bouse et la potion glaçante? Tu as trouvé ça drôle? Les bombes à bouse, t'étais pas obligé de les mettre le jour où j'avais cours dans les cachots. On a profité de l'odeur pendant 2 heures. En plus, c'est Luna qui a dû tout nettoyer, car elle a eu le malheur d'être en retenue avec Rogue ce jour-là. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois, répondis-je, conciliant. Je débute ici, moi. Si tu as des conseils, je suis preneur. Pourquoi c'est moi qui devrais t'aider? Je suis certain que tu es une spécialiste de la question. Elle me regarda, comme pour me dire « Tu crois que je ne te vois pas venir avec tes flatteries ?» et se replongea dans son livre. J'ouvris les miens et fis mes devoirs à côté d'elle. Elle ne protesta pas quand je la raccompagnai vers la tour de Gryffondor. Elle en profita même pour me poser une question qui visiblement la préoccupait. « Tu es vraiment de la famille de Harry ?» me demanda-t-elle. Je me creusai la tête pour savoir quel détail la faisait douter. « Nous sommes des cousins assez éloignés, répondis-je prudemment,
Mais nos histoires de famille n'intéressent vraisemblablement personne. Je ne savais pas qu'il restait des Potter, insista-t-elle. Devais-je inventer sur le champ une histoire d'héritage et de vendetta? Mais je risquais de gaffer, et Ginny avait suffisamment l'habitude des délires de ses frères pour ne pas être dupe. Je me raccrochai donc à mon histoire du premier jour. Cela fait 2 générations que nous sommes en Australie, expliquai-je. Très peu de gens d'Angleterre se souviennent de nous. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit quand tu es arrivé. Mais j'avais oublié, admit-elle. Cela explique pourquoi Dumbledore ne vous a pas confié Harry quand ses parents sont morts. Cela me turlupinait. Oh, eh bien oui, je suppose qu'il ne voulait pas l'envoyer à l'étranger. Cela aurait mieux valu, dit Ginny d'un ton farouche. C'est honteux de l'avoir laissé là-bas et de l'y renvoyer chaque été. C'est si terrible que ça? M'étonnai-je. Oui, ils sont bêtes et méchants, s'échauffa-t-elle. Et ils ne le nourrissent même pas correctement. Il faut voir comment il est quand il arrive de chez eux. Maigre comme un clou, avec une tête à faire peur. Si au moins on avait le droit de les ensorceler un peu, ce ne serait pas un mal. Je la regardais avec étonnement. Je ne l'avais jamais vue aussi enflammée. Elle devait drôlement en pincer pour l'autre, pour s'exciter ainsi, rien qu'en évoquant ses ennuis. Je fus presque jaloux de l'intensité des sentiments qu'elle lui portait, et déstabilisé, surtout. Mais que diable, chez mon double, éveillait ainsi sa passion? Ses malheurs? Je n'enviais pas spécialement l'autre, s'il n'était aimé que par pitié. Je crois que je préférerais ne pas avoir de succès auprès des filles plutôt que d'être apprécié pour une aussi mauvaise raison. Peut-être était-ce pour cela que Jenny ne l'intéressait pas, après tout. Les semaines suivantes, je me rapprochais peu à peu de Ginny. Elle restait circonspecte, mais je la faisais rire malgré elle. Je lui soumis plusieurs plans de blagues qu'elle améliora, et finalement, elle accepta de les réaliser avec moi. C'est ainsi que le bureau de Binns siffla pendant toute une journée, que tous les télescopes montrèrent des images humoristiques le temps que Sinistra arrive à les désenchanter, et que, clou du spectacle, Miss Stein nous fit admirer son pelage rose bonbon pendant 3 jours. Tout cela m'occupait suffisamment pour que j'arrive à oublier que j'étais loin de chez moi pendant de longs moments. Un samedi, cependant, j'eus l'impression d'étouffer dans le château, et l'envie me vint de bouger un peu. J'attirai Ginny à l'écart. Ça te dirait une balade dans la forêt interdite? Drôlement romantique, dis donc, grinça-t-elle. Elle avait rompu avec Dean quelques jours auparavant, et, de ce fait, elle n'était pas à prendre avec des pincettes. Je ne te drague pas, répliquai-je sincère. Je cherche juste quelqu'un avec qui partager de bons moments. Aller dans la forêt interdite me paraît plus synonyme de gros ennuis que de bons moments, répliqua-t-elle. Tu as peur? Je ne suis pas stupide, c'est tout. Dans la forêt, il y a des centaures agressifs et des acromantules carnivores. Je ne vois pas l'intérêt d'aller les déranger. Je parie que tu n'y as jamais mis les pieds, la provoquai-je. Tu as perdu ton pari, répliqua-t-elle. Ça tombe bien, je cherchais quelqu'un pour me faire mon devoir de potion. Tu es vraiment allé dans la forêt? Fis-je semblant de douter, pour l'agacer. Parfaitement, et j'y ai même chevauché un sombral, si tu veux tout savoir. Tu peux les voir? Demandai-je sans réfléchir. À l'époque, non. Mais maintenant, oui, soupira-t-elle. Merde. Je ne préférais pas savoir qui elle avait vu mourir. J'arrêtai immédiatement de la taquiner. Je t'aide pour ta potion, et on fait une promenade autour du lac ensuite, lui proposai-je. D'accord, accepta-t-elle. Quelles sont les propriétés de la pierre de lune? Après lui avoir fourni des renseignements nécessaires, nous avons mis nos capes les plus chaudes et nos écharpes, et nous avons fait le tour du lac. Ce ne fut ni une promenade romantique, ni une épopée héroïque, mais ce fut très agréable, et j'étais heureux d'avoir une amie, même si je ne pouvais pas lui confier la vérité. Elle ressemblait suffisamment à ma Ginny pour que je me sente bien avec elle. Quand nous revînmes dans la salle commune, les joues rouges et les cheveux ébouriffés, j'eus l'impression que l'autre,
me lançait un regard furieux. Je me demandais ce qui me valait ce traitement de faveur. Je compris de quoi il en retournait 2 semaines plus tard. Dans la journée, je m'étais de nouveau promenée avec Ginny, qui avait pas mal de temps libre depuis qu'elle était célibataire. J'étais ravie qu'elle me le consacre, mais en même temps, j'étais un peu inquiet. Je craignais qu'elle reporte sur moi son affection pour l'autre du fait de notre ressemblance, même si je me vertuais à ne pas éveiller sa compassion. J'avais pensé avoir à ce sujet une conversation à cœur ouvert avec elle, puis j'avais opté pour une stratégie plus subtile. J'avais entrepris de draguer ouvertement Lavande. De toute façon, j'étais vraiment curieux de savoir comment elle embrassait dans ce monde-ci. J'étais remonté dans mon dortoir pour poser ma cape. Alors que je jetais un sort de séchage sur mon vêtement avant de le ranger, la porte s'ouvrit et l'autre entra. Je pensais qu'il allait redescendre quand il réaliserait que nous étions seuls, car il fuyait en général les tête-à-tête avec moi. Mais cette fois, au contraire, il ferma soigneusement la porte et s'adossa au battant. À quoi tu joues m'apostropha-t-il. Hein? Tu parles de quoi répondis-je, réellement perdu. De ton petit jeu avec Ginny et Lavande, cracha-t-il. Mais de quoi il se mêlait, celui-là? Il n'était tout de même pas jaloux? Si. Bon, cela changeait la donne. Je tâchais de vérifier mon hypothèse. Pourrais-tu m'expliquer en quoi cela te regarde demandai-je. Il rougit et sembla chercher désespérément une excuse valable. Ginny est comme une sœur pour moi, finit-il par prétendre. Alors, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Bon, manifestement, c'était pour Ginny qu'il s'inquiétait, et se fichait désespérément de Lavande. Décidément, pensai-je, on ne se ressemble pas tant que ça. Ginny a déjà 6 frères, lui rétorquai-je, et je doute qu'elle apprécie que tu te mêles de sa vie privée. Pourquoi tu lui fais ça me demanda-t-il, tentant de faire dévier la conversation. Ça te gêne? Si tu es intéressé par elle, t'as qu'à le lui dire, le provoquai-je. Je ne suis pas intéressé par elle, nia-t-il avec une véhémence des plus suspectes. À qui essaies-tu de mentir lui demandai-je. À toi ou à moi? Je ne mens pas. Harry, tu te rappelles qui je suis lui demandai-je, étonné d'avoir réussi à l'appeler par mon prénom. Il soutint un instant mon regard avant d'abandonner. Ne le dis pas à Ron, finit-il par lâcher. Les choses sont assez compliquées comme ça. Tu ne te déclares pas auprès de Ginny à cause de Ron m'exclamai-je, refusant d'admettre qu'un type se baladant avec mon apparence puisse être aussi lamentable. Non, répondit-il vivement. Enfin, c'est surtout que je ne pense pas qu'elle s'intéresse à moi. Elle était avec Dean il n'y a même pas 2 semaines. Cela ne fait pas très longtemps qu'on se parle, alors je ne voudrais pas tout gâcher. C'est une amie formidable, tu sais. Je sais, répondis-je avec sincérité, mais je pense quand même que tu devrais tenter ta chance. Tu crois demanda-t-il avec espoir. Sûr et certain. Pourquoi crois-tu que je suis aussi explicite dans mes relations avec Lavande? Je voulais juste éviter qu'elle se trompe de Potter. Oh. Il médita un peu sur cette nouvelle idée, puis il me demanda, un peu gêné, et toi, cela ne t'ennuierait pas si, moi et Ginny, dans mon monde, Ginny est ma meilleure amie, comme toi et Hermione. Ah, très bien. Elle hésita un moment, puis me demanda avec curiosité. Mais qu'est-ce que tu trouves à Lavande? Elle embrasse bien. T'as déjà expérimenté? Demanda-t-il, un peu décontenancé. Pas avec celle-ci, mais cela ne devrait plus tarder, l'assurai-je. Je vois, dit-il d'un ton incertain, comme s'il hésitait entre être choqué par mon attitude ou en rire. Et toi? Lui demandai-je en retour. T'es sorti avec qui ici? Bredouilla-t-il. J'ai pas trop le temps pour cela. Un peu avec Cho Chang l'année dernière, mais cela ne s'est pas trop bien terminé. T'as bon goût, évaluai-je. Elle est vraiment mignonne. Mais chez moi, elle sort avec un certain Cédric Diggory. Alors, je n'ai pas tenté ma chance. Ici aussi, elle a préféré Cédric, dit-il soudain rembruni. C'était donc comme cela que cela avait fini. Mais c'était bizarre.
Il ne me semblait pas l'avoir vu en compagnie de Diggory, ici. D'ailleurs, je ne me rappelais pas avoir vu Diggory du tout, ces dernières semaines. Ron entra à ce moment dans le dortoir. Il nous dévisagea, comme surpris de nous y retrouver tous les deux. Peut-être s'était-il attendu à voir du sang sur les murs. Je fis un signe de tête en direction de l'autre, et je m'apprêtais à redescendre dans la salle commune pour faire mes devoirs. Au moment où je passais devant lui, Ron me dit « Au fait, Simon, j'aimerais que tu arrêtes de tourner autour de ma sœur. » Je m'arrêtai et le regardai dans les yeux. « Ginny est assez grande pour s'occuper d'elle toute seule. Tu n'as aucunement le droit de te mêler de sa vie privée. Elle sort avec qui elle veut. C'est ma sœur. Et alors? Tu ne peux pas comprendre, toi. Tu n'en as pas. » « Ron !» intervint l'autre. Ron mit quelques secondes à comprendre quelle gaffe il avait commise. Mais moi, j'étais trop agacée par son attitude pour être peinée en pensant à ma famille. Tu ferais mieux de t'occuper de ta propre vie sentimentale au lieu de gâcher celle des autres, lançai-je à Ron avant de sortir de la pièce. Si l'autre n'avait pas compris ce qu'il avait à faire, son cas était désespéré. Il ne me fallut qu'une semaine supplémentaire pour constater que la vente passait sensiblement de la même manière d'un monde à l'autre. Sa conversation était également celle dont je me rappelais. La seule différence avec l'autre lavande, c'était son niveau en défense contre les forces du mal. Elle était presque meilleure que moi. Mais sans doute était-ce une question d'entraînement. Après tout, l'autre y excellait, et il semblait être une référence pour toute la classe. Au début du mois de décembre, on nous demanda d'indiquer si nous allions rester pour les vacances ou non. Je n'aurais jamais imaginé rester à Poudlard pour Noël. Mais je ne voyais pas très bien où je pouvais aller. Mettre mon nom dans la colonne des restants me rendit mélancolique pour la journée. 2 jours plus tard, j'entrai dans le dortoir alors que Ron et l'autre étaient en pleine discussion. « C'est dégueulasse, » disait le rouquin. « Il n'a pas le droit de te forcer à rester ici alors que tu es invité par mes parents. »« Dumbledore doit avoir de bonnes raisons, » répondit l'autre, comme s'il cherchait à s'en convaincre. « Écoute, vieux, t'en fais pas, je vais rester avec toi et on va bien s'amuser. »« Non, Ron, ne fais pas ça. Tes parents vont être déçus. Déjà que c'est dur pour ta mère que Percy ait refusé de se joindre à vous. Tu ne peux pas lui faire ça. »« Mais je ne peux pas te laisser moisir ici tout seul, » opposa Ron. « Hermione aussi rentre dans sa famille. Tu vas périr d'ennui pendant 2 semaines. Non, c'est décidé, je reste avec toi. » Bon, je n'aimais pas tellement Ron, mais je devais admettre qu'il se montrait bon camarade pour l'autre. Cependant, cette grandeur d'âme ne servit à rien. Ron partit avec les autres le 24 décembre au matin, pestant contre les décisions arbitraires des parents et promettant à l'autre de lui envoyer un hibou tous les 2 jours. Après la disparition des dernières calèches, nous sommes lentement rentrés dans le hall. Rezard a surgi brusquement et nous a informé que le directeur voulait nous parler, à tous les deux. « Ce n'est pas trop tôt, » grommelai-je, considérant que cela faisait près de 10 semaines que j'étais arrivé, et que Dumbledore ne m'avait pas reparlé depuis le premier soir. « Il a peut-être trouvé le moyen de te renvoyer chez toi, » me répondit l'autre, sans que je puisse déterminer si c'était la gentillesse ou l'espoir de se débarrasser de moi qui motivait cette remarque. « Je ne préfère pas trop y compter, » répliquai-je, mais je ne pus empêcher cet espoir de me gonfler la poitrine. Le bureau du directeur était conforme à mes souvenirs. J'y avais été appelé 2 fois au cours de ma scolarité, pour des blagues qui avaient été plus loin que prévu. Il nous fit asseoir en souriant avec bienveillance, mais je le trouvais plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs. « Eh bien, jeunes gens, tout se passe bien ? Avez-vous trouvé le moyen de le renvoyer chez lui ? » demanda l'autre, sans embâge. « Hélas non, » répondit le vieil homme, mettant immédiatement fin à mes espérances. J'ai fait quelques recherches, mais comme je vous l'ai dit dès le premier jour, les livres qui évoquent des mondes parallèles sont rarement dignes de foi. Par ailleurs, le professeur Flitwick a étudié la salle que vous nous avez indiquée. Il n'a pu déterminer la façon dont elle fonctionne. Nous ne savons donc pas si c'était le hasard,
la volonté délibérée d'un sorcier ou toute autre cause nous échappant qui vous avait amené ici. Je suis vraiment désolé, monsieur Potter, mais vous allez devoir profiter encore un peu de notre hospitalité. » Alors que je tâchais de dissimuler ma profonde déception, le directeur reprit. « Monsieur Potter, j'ai eu l'occasion de discuter de votre arrivée avec quelques amis qui ont, tout comme moi, à cœur de mettre fin aux agissements de Voldemort. » Le regard entendu qu'il échangea avec l'autre me fit deviner que ce dernier savait pertinemment de quels amis il s'agissait. Nous en avons conclu que votre présence est propre à inquiéter celui qui se fait appeler le Seigneur des Ténèbres. Il apparaît maintenant que nous aurions été avisés de la dissimuler aux yeux de tous. C'est malheureusement trop tard, car nous savons de source sûre qu'il a déjà été mis au courant de votre existence. Il n'a pas donné de directive spéciale à votre égard, mais nous préférons prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir votre sécurité. C'est pour cette raison que ni vous ni Harry n'avez été autorisés à quitter Poudlard. » L'autre intervint. « Sait-on comment Voldemort a été averti ? Aurions-nous été trahis ? » demanda-t-il, d'une voix accusatrice, s'il avait une idée de l'identité de celui qui aurait pu se rendre coupable d'une telle action. « Harry, » répondit Dumbledore d'une voix apaisante, « il y a près de 300 élèves dans cette école qui échangent librement du courrier avec leur famille. Nous ne pouvions d'aucune façon garder son arrivée secrète. À ce propos, je vous dois des excuses, monsieur Potter. J'aurais dû penser aux risques potentiels que votre patronyme vous fait courir et vous contraindre à changer de nom et d'apparence dès votre arrivée. » Je secouai la tête. Cela ne m'était pas agréable de savoir que celui dont on ne doit pas prononcer le nom avait entendu parler de moi, mais me déguiser pour lui échapper me semblait bien lâche, comme attitude. Et puis, après tout, je ne courais pas plus de risques que l'autre. « J'ai remarqué que vous êtes les seuls de la maison Gryffondor à rester parmi nous, » continua le directeur sur un ton plus léger. « J'espère que vous en profiterez pour mieux vous connaître. » Nous avons de concert haussé les épaules, sans nous engager à quoi que ce soit. Cela ne parut pas déranger Dumbledore, qui nous raccompagna à la porte avec un sourire, tout en nous assurant qu'il faisait son possible pour que je puisse rentrer chez moi. Nous rejoignîmes notre tour dans un silence maussade. Alors que nous arrivions à proximité de notre tour, je ne pus m'empêcher de demander à l'autre : « Tu crois qu'il va vraiment essayer de me faire rentrer chez moi ?» Mon double a pris le temps de la réflexion avant de me répondre. « Je pense que oui. Ta présence est un élément perturbateur dans la situation, qui est déjà très complexe. Dumbledore ne doit pas apprécier davantage que Voldemort de t'avoir dans les jambes. » La répartie était brutale, mais elle me rassura davantage qu'une réponse vague, émise dans le seul but de me réconforter. Si Dumbledore avait intérêt à ce que je parte, j'avais peut-être une chance de revoir un jour les miens. Nous nous sommes installés dans la salle commune. L'autre a pris un livre, et moi la Gazette du sorcier, qu'Hermione m'avait donnée le matin avant de partir, après l'avoir déchiffrée de la première à la dernière ligne. À l'heure du déjeuner, nous avons constaté que nous n'étions que 8 à être restés à Poudlard. Nous avons mangé sans entrain, puis les plus jeunes sont allés jouer dans la neige. Je les ai suivis dehors et je suis allé faire un tour dans le parc. L'autre avait dû faire la même chose, car il était aussi mouillé et transi que moi quand nous nous sommes retrouvés dans le dortoir. Nous avons dîné et nous sommes couchés, sans avoir échangé plus de 5 phrases. Le lendemain matin, je fus réveillé par une explosion. Je bondis de mon lit, mais l'autre me rassura. « T'inquiète, c'est le cadeau des jumeaux. » Je chaussai mes lunettes et le regardai. Son lit était couvert de paquets, qu'il était en train de déballer. Je me demandais si j'allais rester à le regarder ouvrir ses cadeaux comme un imbécile, ou descendre au plus vite dans la salle commune pour tenter d'oublier qu'il n'y aurait rien pour moi, tout comme il n'y avait jamais de hibou se posant devant mon assiette à l'heure du courrier. Mais il me dit : « Tu n'ouvres pas tes cadeaux ? » Je constatai avec surprise
que plusieurs emballages multicolores avaient été posés au pied de mon lit. Je les saisis avec circonspection, me demandant qui me les avait envoyés. Pendant un moment, je craignis que l'autre ne m'ait offert quelque chose. De mon côté, je n'avais rien prévu pour lui, et ce serait embarrassant. Mais heureusement, il ne faisait pas partie de mes bienfaiteurs. Dans le premier paquet, je découvris un pull couleur chocolat, manifestement tricoté à la main, avec un grand S émeraude sur le devant. Alors que je le contemplais avec circonspection, l'autre m'expliqua, en brandissant un pull émeraude barré d'un grand H brun: Ça, c'est de Molly. Quelqu'un a dû lui parler de toi. Il doit y avoir un gâteau avec. Il y en avait bien un. Hermione m'avait envoyé des livres, Ginny un assortiment de farces et attrapes, et même Ron s'était fendu d'un paquet de Bertie crochus. Lavande m'avait envoyé une gourmette gravée d'une inscription sentimentale. J'espérais qu'elle n'attendait pas que je la porte en permanence. Je demandai à l'autre: Tu as envoyé quelque chose à Ginny? Oui, du parchemin parfumé. Tu crois qu'elle va aimer? Me demanda-t-il d'une voix inquiète. Elle sera très touchée, l'assurai-je, tout en pensant par-devers moi qu'elle aurait sans doute préféré quelque chose de moins tarte. Et toi, tu as prévu quelque chose pour la vente? Demanda-t-il poliment. Non, pas encore. Je pensais profiter des vacances pour faire un tour à Préolard. Je le lui donnerai à la rentrée. Je pense acheter quelque chose à Hermione et Ginny aussi. Il a hoché la tête, et nous nous sommes préparés à descendre déjeuner. En ressortant de la grande salle, il m'a dit: Je pense que je vais faire un tour en balai. Cela te dirait de voler un peu? Et comment? M'écriai-je. Je vais demander à madame Bibine de te prêter un balai alors, dit-il en retournant dans le réfectoire, où la prof de vol déjeunait en compagnie du professeur Flitwick. Il revint avec un grand sourire et une petite clé. Je lui ai dit que j'allais te prêter mon éclair de feu, alors elle m'a prêté un imbus de 1000. C'est toujours mieux que les cajots qui sont mis à la disposition des premières années pour les cours. On est allé chercher les balais, puis on s'est rendu sur le stade de Quidditch. L'autre a sorti un vif d'or de sa poche. Cadeau de Ron et Ginny, a-t-il commenté. Il l'a lancé et on a décollé. Nous avons un moment tourné en rond, avant de nous mettre en chasse, après avoir repéré notre proie au même instant. L'autre était plus loin de la boule dorée au début de la course, mais son balai était un peu plus rapide, car finalement, il avait gardé son éclair. On s'est très vite retrouvés botte à botte, fonçant à toute allure. Le vif est parti en zigzag, ce qui a équilibré les performances de nos balais, car ce n'était plus leur vitesse qui comptait, mais notre aptitude à les manœuvrer. J'avais fait de nombreux duels d'attrapeurs lors des matchs que j'avais joués, mais je n'avais jamais été opposé à un adversaire capable d'anticiper à ce point mes réactions. J'essayais plusieurs fois de le déborder par un côté, ou de passer au-dessus de lui, mais il contrait sans problème mes manœuvres. De son côté, il tentait également de me surprendre, mais je savais ce qu'il avait en tête, rien qu'en observant la position qu'il adoptait sur son balai. Il a fini par me couper la route. J'ai réussi à l'éviter de justesse, et nous avons perdu le vif de vue. Mais nous avons continué à voler de concert, enivrés par la vitesse et les acrobaties que nous effectuions. Il a pris un peu d'avance sur moi, et j'ai tenté de le rattraper. Puis il m'a foncé dessus, et ça a été à mon tour de chercher à le semer. Finalement, le vif nous est repassé sous le nez, et nous l'avons repris en chasse. Après maintes péripéties, piquets, chandelles et feintes de Vronsky, c'est moi qui l'ai attrapé. Mais cela s'est joué à un cheveu. Nous sommes redescendus à terre, essoufflés et jubilants. Pour la première fois depuis mon arrivée, notre proximité ne nous a pas mis mal à l'aise. Au contraire, nous étions heureux de partager ce moment de pur bonheur. On est resté un moment assis sur les gradins, à reprendre notre souffle. Je ne l'avais jamais vu aussi détendu. À ce moment-là, il ressemblait vraiment à l'image que j'avais de moi. Et étonnamment, cela ne me perturba pas le moins du monde. J'irais bien après au lard maintenant, me proposa-t-il. Que dirais-tu d'une petite bière au beurre? C'est une bonne idée, m'exclamai-je. Et moi, je ferais bien quelques courses. Tu crois que les magasins sont ouverts? Je crois qu'ils le sont ce matin. Si on ne traîne pas,
Tu pourras acheter tes petits cadeaux. On s'est dépêché de remonter dans notre dortoir, on s'est changé en vitesse, et il a fouillé son coffre. Je prends la cape, m'a-t-il demandé, dubitatif. On ne tiendra pas tous les deux dessous, lui ai-je remarqué. C'est ce que je pensais. De toute façon, je vais prendre la carte. La carte? Tu veux dire la carte du maraudeur? Oui, tu la connais, bien sûr. Comment l'as-tu récupérée? Demandai-je curieux. Ce sont les jumeaux Weasley qui l'ont piquée chez Rusard. Ils me l'ont donnée il y a 3 ans. C'est marrant. Chez moi aussi, ils l'ont retrouvée au même endroit. Quand ils me l'ont montrée, il n'en revenait pas que je connaisse la formule pour l'activer. Et maintenant, à chaque fois qu'il croise mon père à King's Cross, c'est tout juste s'il ne baffe pas d'admiration. Et juste avant que euh, j'arrive ici, quoi, ils me l'ont donnée, car c'était leur dernière année d'école. On s'est souri. Pratique, hein, m'a dit l'autre. Tu l'as dit, Bouffi. Je lui ai fait en clignant de l'œil. Vérifiant soigneusement que personne ne se trouvait sur notre passage, nous avons pris le souterrain gardé par la sorcière borgne. Cela me fit drôle de voir sur la carte 2 points Harry Potter cheminer de concert vers le passage secret. Nous avons commencé par les courses, car les magasins n'allaient pas tarder à baisser le rideau. Heureusement, parmi les rares d'ouverts, il y en avait un qui vendait un peu de tout. L'autre m'avait de nouveau donné de l'argent, m'assurant qu'il en avait plein, sans paraître vouloir entrer dans les détails. J'avais ainsi pu acquérir une bague fantaisie pour la vente, un nécessaire à balai pour Ginny, des plumes de première qualité pour Hermione, une carte de Noël pour remercier Mrs. Weasley, et des sucreries pour Neville, Ron et l'autre. Nous sommes ensuite allés aux 3 balais, prendre notre bière au beurre. En chemin, nous avons croisé des familles qui se promenaient. Je me sentis un peu nostalgique en voyant les gosses qui étalaient fièrement leurs cadeaux de Noël. Robe de Merlin, mini-balai, hibou gonflable. L'autre avait dû surprendre mon expression, car il me demanda, une fois installé devant notre boisson, « C'était comment les Noëls avec tes parents ?»« Bon, assez classique, je suppose, » répondis-je évasivement. « C'est-à-dire » insista-t-il. Ne voulant pas remuer le couteau dans la plaie, je tâchai de ne pas trop entrer dans les détails, mais il insista, me demandant des précisions. Finalement, je lui racontai le grand sapin que maman décorait à Godric's Hollow, les plaisanteries de papa, l'excitation de Rose, le moment échevelé où l'on ouvrait tous nos cadeaux et les embrassades qui s'ensuivaient. Généralement, le soir du réveillon, nous invitions les meilleurs amis de mes parents. « Sirius ?» demanda l'autre. « Oui, Sirius, sa famille et les autres. »« Sa famille ?» s'exclama-t-il. « Oui, il s'est marié il y a 5 ans, et il a une petite fille de 2 ans, Alice. » L'autre plongea le nez dans sa chope, et je regardai autour de moi pour lui laisser le temps de se remettre. « Et Rémus, qu'est-ce qu'il est devenu ?» finit-il par me demander, après s'être raclé la gorge. « Il travaille au ministère, dans le service de la régulation des créatures magiques, lui appris-je. »« Ils acceptent les loups-garous au ministère ?» s'étonna l'autre. « Il ne doit pas y en avoir beaucoup, reconnus-je. Mais papa a pas mal d'influence, entre notre fortune et le fait qu'il connaisse plein de monde. Papa, ton père, il fait quoi comme métier ? Il ne travaille pas vraiment. Il gère notre fortune, notamment en trouvant des inventeurs et en s'associant à eux. Il les finance et ensuite récupère une partie de leurs gains. Ça doit être intéressant. Et ta mère, elle fait quoi ? De la recherche. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine de l'ancienne magie. Elle a d'ailleurs à un moment collaboré avec Severus Rogue. Cela agaçait beaucoup mon père et Sirius. D'après ma mère, c'est l'un des meilleurs dans le domaine des potions. Alors elle avait besoin de lui pour retrouver des préparations anciennes dont les recettes avaient été perdues. Je l'ai vu 1 ou 2 fois. Il est assez froid. Mais ce n'est pas non plus le connard que nous avons en potions. Rassure-moi, il n'est pas marié, lui. Je ne crois pas. Mais à vrai dire, je ne m'en suis jamais préoccupé. Et maman ne nous parlait pas tellement de lui, pour épargner papa. Il hocha la tête et se concentra sur le fond de son verre. Je sentais qu'il voulait poser une question,
mais qu'il ne savait pas trop comment la formuler. Il il voit toujours Petit Gros? Parvint-il à demander. Oui, confirmai-je. Il est sympa. Je préférais ne pas en dire davantage sur lui, après ce qui m'avait été révélé par Hermione. Mais j'en avais manifestement déjà trop dit, car le visage de l'autre se crispa. Sympa, grinça-t-il. Ce sale rat! Il fut très désagréable pour moi de contempler mes propres traits déformés par la fureur et la haine. Je repris une lampée pour ne plus avoir à le regarder. Je voulais changer de conversation, mais comme cela arrive souvent dans ce genre de moment, aucun sujet ne me vint à l'esprit. Il y eut entre nous un silence gêné. Un cri se fit entendre au dehors. Je tournai la tête vers la porte avec curiosité, pendant que l'autre se figeait. Il y eut d'autres cris, et la porte s'ouvrit à la volée. Un homme paniqué entra en trombe, en hurlant. « Les mange-morts! Les mange-morts attaquent !»